Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, nous vous retrouvons avec grand plaisir depuis le studio de Radio Clapas 93.5 pour votre émission bimensuelle L'économie au service de l'homme. C'est aussi la devise du CJD, notre mouvement de dirigeants d'entreprises responsables qui osent être dirigeants autrement. Notre monde est mal barré, c'est possible, mais pas fichu. Dans cette série, chacun d'entre nous en est le héros, car on parle des objectifs de développement durable de l'ONU pour sauver le monde. Ce sont les ODD, et il n'y en a non pas un, ni deux, ni trois, mais 17. Universels, ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Aujourd'hui, on parle production et consommation responsable, et en particulier dans l'agroalimentaire. Alors, bonjour à nos deux invités, Loïc Brutet-Rémur et Bénédicte Duret, que nous accueillons avec nos deux animatrices jeunes dirigeantes, Sandrine qui est directrice responsabilité sociétale et transformation digitale pour l'Afrique et le Moyen-Orient dans un grand groupe, et Lydia, qui lance une société de digital learning axée sur l'apprentissage des collégiens. Alors, je suis ravie de vous présenter Bénédicte Duret. Bénédicte Duret, elle a 2 enfants, de 5 et 7 ans, un mari qui est cuisinier à la cantine scolaire de Castries, et ils ont un jardin potager partagé depuis 5 ans. Bénédicte Duret, elle est aussi une consultante indépendante qui, entre autres, accompagne les collectivités sur leur politique alimentaire et des projets d'entreprise de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, sur l'alimentation. Et si je vous raconte tout ça, eh bien, c'est parce que Bénédicte Duret, aujourd'hui, elle est, depuis 2019, la présidente d'une association citoyenne Ramène ta fraise, dont nous parlerons un peu plus tard dans l'émission. Alors, bienvenue Bénédicte Duret dans notre émission et merci d'être avec nous. Loïc Brutet-Rémur, bonjour. Vous êtes un entrepreneur aussi prolifique que passionné. Fort d'une grande expérience dans l'agroalimentaire, vous conservez votre sensibilité agricole et cet amour du produit brut. Dirigeant des vergers de Saint-Jean, producteur de produits locaux depuis plus de 30 ans, traiteur avec Océbon, qui livre des produits locaux, frais et de saison dans les entreprises. Locavore convaincu, vous militez pour la qualité et le goût. Et les grandes tables montpelliéraines que vous fournissez ne s'y trompent pas. Vice-président de Ramène ta fraise et membre actif de la Ligue contre l'obésité, votre engagement pour le bon goût et le goût des bonnes choses est à la hauteur de votre bonne humeur et aussi mythique que votre moustache. Ravi de vous accueillir sur les ondes de Radio Clapas. Loïc, tu nous donneras ton 06 après. Donc avant de vous interviewer, je passe la parole à Virginie pour sa chronique qui s'intitule « Nouveau marché conclu ». L'an 2000, bip, cette prédiction de fin du monde évitée ou reportée entre Satan, les extraterrestres, l'apocalypse nucléaire, on ne sait pas. On n'en aurait plus que 4 devant nous, mais ça c'est selon les interprétations de Barjavel, Newton ou la cosmogonie hindoue, et c'est sans compter les petites variantes d'actualité sur l'effondrement. En bref, si on continue de produire et de consommer ainsi, les besoins de base, c'est-à-dire l'eau, l'alimentation, les logements, l'habillement, l'énergie, ne seront plus accessibles à une majorité de la population. Dû à quoi ? La généralisation de la consommation de masse. Pourquoi ? Car cela consomme des ressources que la planète ne peut régénérer assez vite. L'an 2000, c'est aussi l'année où j'apprenais des économistes classiques Cournot et Marshall la loi de marché. Cette fameuse loi de l'offre et la demande. Et c'est une histoire d'amour de fou depuis les années 50-70. D'un côté, il y a la production, une offre toujours plus large, puissante, diversifiée, innovante, avec des acteurs qui doivent augmenter leurs profits pour survivre dans un environnement toujours plus concurrentiel. Et cette offre rencontre la demande, une consommation incitée, sans cesse élargie et toujours plus rapide, avec une population en pleine croissance et répondant à de nouveaux besoins. On en aurait presque la larme à l'œil de cette belle rencontre. Sauf quand elle devient toxique, car leur malheureux rejeton, c'est un mode de vie axé sur la consommation, avec une exploitation démesurée des ressources terrestres et des êtres humains, surtout dans les pays les plus défavorisés. Pour comprendre l'impact d'un produit sur la planète, on regarde son usage, certes, mais aussi sa production, son transport et la gestion de la fin de vie. Ça veut dire qu'on mesure tout au long de sa vie les émissions de gaz à effet de serre, la libération de composés organiques volatiles, l'acidification des sols, la production de déchets industriels non dangereux et dangereux.
Donc par exemple, les batteries électriques, est-ce qu'elles sont si propres que cela ? Eh bien non, on ne peut pas se donner bonne conscience avec ça, car pour l'instant, elles ont un coût humain et environnemental énorme. Alors société de consommation, société de surconsommation, besoin de croissance économique, on a les yeux rivés sur le PIB, le produit intérieur brut, et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Quel sens a tout ça ? Et d'ailleurs, dans l'autre sens, le PIB, ça fait bip, mais ça fait longtemps que le bip d'urgence est passé. C'est ce que s'acharne à montrer le mystérieux artiste de street art Banksy qui, depuis des années, tague et retague et dénonce « La surconsommation nous tuera » et nous montre, prêtant allégeance à un drapeau en sac en plastique. On parle de développement durable. Les anglo-saxons, eux, parlent de soutenable. Ils disent soutenable pour la planète et donc pour l'humanité. Si tous les humains consommaient comme nous, Français, on consommerait chaque année les ressources de 2,8 planètes Terre. On accumule en moyenne 2,5 tonnes d'objets chez soi. C'est comme un gros hippopotame. Mais ça ne peut que changer avec vous, avec nous. Et même si trop doucement, on se soigne individuellement et collectivement. 8 Français sur 10 pensent que la possibilité d'agir par sa consommation s'est améliorée ces 10 dernières années. Bien. Et les entreprises, elles, écoutent davantage leurs consommateurs et cherchent un lien de plus en plus direct. Profitons-en. Plus d'1 Français sur 2 pratique régulièrement déjà la consommation collaborative, c'est-à-dire les échanges de biens, le covoiturage, les AMAP. On redonne une vie aux objets, on utilise un peu plus de transports en commun, on mange davantage en circuit court. Bref, on est de plus en plus consommateur. Surtout si on peut être éco-responsable avec quand même du plaisir et une accessibilité financière. Notre pays vit dans l'abondance. Et pourtant, nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs. Et seulement le 24e pays de gens heureux. N'est-ce pas un peu bizarre ? À cela s'ajoute une anxiété croissante des jeunes générations sur leur avenir. Et nous devons aussi agir pour ça. La sensibilisation de tous et de toutes devient notre clé de survie. La sensibilisation. La crise sanitaire a probablement aidé au moins là-dessus, puisque 64% des Français disent agir et consommer de manière plus responsable depuis la crise, alors qu'en janvier 2020, donc juste avant, seuls 43% se sentaient prêts à agir. Alors, comme de petits colibris, on peut déjà faire notre part et s'en réjouir en gardant bien sûr en tête notre bon vieux Balou qui nous a enchantés enfants. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Youpi! Merci beaucoup pour cette chronique, Virginie, sur notamment cette ODD sur la consommation et la production responsable. Alors moi, je voudrais interpeller Bénédicte Duret, qui, je le rappelle, est présidente de l'association citoyenne Ramène ta fraise, et peut-être faire un petit zoom sur l'alimentation. Alors ma première question, Bénédicte Duret, vous travaillez beaucoup sur les questions liées à l'alimentation. Selon vous, quelles sont les habitudes alimentaires d'aujourd'hui que vous constatez et en quoi elles ont évolué ces dernières décennies ? Oui, bonjour tout le monde. Donc, tout à fait, pour aussi rebondir sur la chronique de Virginie à l'instant. En effet, en fait, on constate que les habitudes alimentaires, en fait, depuis 50 ans, ont fortement évolué. Et en fait, cette évolution, elle fait face à un constat qui est assez clair. Hein, c'est que finalement, on a une production, enfin, une abondance aujourd'hui alimentaire. Et que face à cette abondance, finalement, faire des choix aujourd'hui est devenu nécessaire au final pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce que je peux consommer, qu'est-ce que je, entre guillemets, dois consommer. Et surtout, pour pouvoir faire ces bons choix, il faut savoir comprendre. Et c'est là-dessus que Ramène ta fraise souhaite accompagner les citoyens sur une information, entre guillemets, des plus éclairées pour pouvoir faire les meilleurs choix. Alors, comme vous parlez de Ramène ta fraise, peut-être qu'on peut en dire déjà 2 mots. Enfin, c'est quoi cette association citoyenne ? Dites-nous en plus. Oui, bien sûr. Donc, en effet, finalement, le constat que je viens d'évoquer, c'est le point de départ de Ramène ta fraise. En fait, on était des citoyens, des citoyennes qui se posaient beaucoup de questions, alors notamment sur l'alimentation des enfants, puisque c'est vraiment le cœur de l'action de Ramène ta fraise.
Mais en fait, on s'est rendu compte que sur la question alimentaire, il y avait beaucoup d'informations, notamment sur le digital, Internet. On trouve beaucoup d'informations. On arrive même à une infobésité, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire le choix, on ne sait plus, entre guillemets, quoi croire. Et donc, face à cette question, en tant que parents notamment, mais pas que, on n'a pas que des parents dans l'association, on s'est dit, mais en fait, on n'a nulle part un endroit où trouver finalement des réponses, en tout cas des informations et des solutions. C'est un élément important chez Ramène ta fraise, de ne pas faire que dénoncer ou en tout cas se poser des questions, mais surtout apporter des solutions. Et donc pour ça, on a voulu créer, donc cette association a été créée par 3 cofondatrices en 2018. Et en fait, autour de l'enfant, c'est-à-dire dans notre quotidien aujourd'hui, comment répondre à nos questions du quotidien sur qu'est-ce que je peux mettre dans ma boîte à goûter, qu'est-ce que je peux donner au petit déjeuner, tout en ne culpabilisant pas. C'est un élément important pour l'association, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour convaincre, mais pour témoigner et vraiment apporter des solutions pragmatiques. Merci pour ces précisions-là. Alors, moi, je voudrais revenir justement sur ces habitudes alimentaires. On va y revenir parce que vous êtes parti d'un constat. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin pour que les auditeurs et les auditrices de Radio Clapas comprennent bien finalement ce que sont ces habitudes alimentaires dans lesquelles on s'est ancré aujourd'hui. Et puis, peut-être de nous aider à prendre conscience des conséquences que ces habitudes alimentaires, elles ont sur la santé. Oui, tout à fait. Donc, sur les habitudes alimentaires, en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les ménages, par exemple, consacrent un budget beaucoup moins important que dans les années 60 sur l'alimentation. Bon, il y a aussi des évolutions sociales, hein, clairement, le travail des femmes, le changement de vie du quotidien fait que on va un petit peu moins consacrer de temps à l'alimentation. La composition des paniers aussi est importante. Depuis une 50aine d'années, en fait, certains produits dits plutôt traditionnels sont moins achetés finalement, au service, j'allais dire, de produits peut-être nouveaux, mais qui, du coup, on en parle beaucoup, sont des produits dits ultra transformés. Alors, sur les produits ultra transformés, bon, souvent, finalement, on ne sait pas toujours ce que c'est, donc nous, il n'y a pas de définition. Mais en tout cas, pour nous, c'est un produit qui, à la base, ne peut pas être retrouvé de façon naturelle. Ce n'est pas uniquement le mix, on va dire, de plusieurs produits naturels mis en un, mais c'est un produit sur lequel on va décomposer finalement les ingrédients. On va faire ce qu'on appelle du cracking, donc c'est-à-dire qu'on va décomposer la matière première, par exemple le blé. Et face à ces produits-là, on va recréer un nouveau produit, mais qui n'existe pas. Et sur lequel, pour pouvoir retrouver des goûts, des éléments gustatifs agréables à l'homme, on va y ajouter tout ce qui est additif, colorant. Et c'est là-dessus que nous, on se rend compte que notamment la part du sucre est très importante, la part du sel est beaucoup trop importante et beaucoup d'études, notamment l'OMS, sont alertées sur les niveaux de sucre, de sel qu'aujourd'hui on consomme en tant qu'adulte, mais surtout en tant qu'enfant. Merci Bénédicte. Effectivement, l'objectif de développement durable qu'on adresse aujourd'hui, c'est faim zéro, et à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Quels sont les défis de cet objectif, notamment en termes de production, Loïc Bruté de Rémur? Alors, on parle depuis tout à l'heure de toutes les problématiques de l'alimentation pour les enfants, mais aussi pour nous consommateurs. Donc moi aussi, je me positionne comme consommateur. Aujourd'hui, l'agriculture a pris un virage il y a quelques années quand même sur l'industrie agricole, à proprement parler, pour effectivement fournir des industriels ou des marchés qui étaient de plus en plus favorables, on va dire, à la consommation de produits industrialisés et transformés, mais aussi bruts. Si on prend l'exemple du blé, le blé qu'on consommait il y a 50 ans n'a plus rien à voir avec le blé qu'on consomme aujourd'hui, quoi. Pour la pomme, c'est pareil. On a développé des variétés de pommes pour permettre aux consommateurs de trouver du plaisir à consommer des variétés de pommes qui vont se garder plus longtemps, de manière naturelle. Donc on fait des croisements. Ça n'a rien à voir avec les manipulations génétiques, hein, c'est fait de manière totalement naturelle. Et on a toute une gamme comme ça de produits qui ont été développés. On continue à encore en faire. On est en train de chercher des abricots qu'on va pouvoir mettre en production en septembre, par exemple, de manière à pouvoir fournir au maximum, répondre en tout cas, ou créer un nouveau besoin par rapport aux consommateurs. Et la question, elle est un petit peu là, la problématique pour moi. C'est que pourquoi obliger les gens à consommer de l'abricot en septembre? Nous, on le voit sur l'exploitation. Les gens nous demandent des abricots au mois d'octobre. Mais c'est autant le particulier que le restaurateur, que l'institution. Parce
qu'on travaille avec des organismes de formation dans la cuisine. Ils nous disent on veut des abricots en septembre. Voilà, donc l'ingénieur agro, on lui demande, que ce soit des grosses structures ou des choses indépendantes, de créer toujours des produits plus adaptés, plus résistants. Alors il y a des bonnes choses. Aujourd'hui, on a des variétés de pommes qui ont été créées par l'INRA de Montpellier qui sont résistants sur certaines maladies, ce qui permet d'avoir des pommes bio. Donc ça, on y va, quoi. Mais pour d'autres produits, on est complètement à l'encontre de la nature, finalement. Donc ça fait 50 ans. Moi, je vous invite à ramener ça à l'échelle de l'humanité. 50 ans d'industrie agroalimentaire, c'est pas énorme. Mais en même temps, c'est là où on a fait le plus de dégâts pour notre planète. Et on est toujours à chercher à faire plus, à produire plus, à utiliser que ça soit des biens naturels, mais aussi à travers la chimie, pour avoir de plus de rendement, pour avoir de plus de sucre, pour avoir le plus, voilà. Et donc, on se décroche, en fait, on se détache un petit peu de la nature même du produit brut, qui est d'abord alimenter l'homme, et éventuellement, le milieu animal. Faut savoir aussi que tous les déchets organiques reviennent à la terre. Il faut aussi l'intégrer, ça. C'est que il n'y a pas plus économie circulaire que le produit brut. Et tous les déchets qu'on fabrique avec des produits transformés, ils retournent dans la terre à un moment donné, et ça aussi pollue les terres. On le voit aujourd'hui avec tout ce qu'on retrouve dans les eaux usées, avec le corona et tout ça. Donc voilà, il y a tout un cercle qu'il faut remettre un peu vertueux, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors justement, comment on fait concrètement, et peut-être que l'association Ramène ta fraise, il me semble qu'elle œuvre justement sur ce champ-là. Est-ce que de façon concrète, vous pouvez nous dire, l'un ou l'autre, Bénédicte Duret ou Loïc Bretétor-Lémur, comment aujourd'hui vous agissez dans ce système pour pouvoir faire évoluer finalement la pensée et même plus que la pensée, les habitudes. Comment vous agissez ? Tout à fait. Alors, par rapport à Ramène ta fraise, c'est vrai que quand on s'est posé la question de l'action que l'on pouvait avoir via cette association, en fait, on s'est vite rendu compte que quand on s'intéresse à ce qu'il y a dans notre assiette, au final, c'est toute une chaîne sur laquelle on va se poser des questions. Et ça commence typiquement, comme le présentait Loïc, sur la matière première. Donc, par rapport aux actions qu'on met en place dans Ramène ta fraise, donc en effet, sur notre site internet que l'on avait mis en place, il y a plusieurs catégories. Et en fait, on est là surtout pour, dans un premier temps, sensibiliser. Comme je le disais tout à l'heure, accompagner en fait les adultes à faire leurs propres choix. Et pour ça, dans l'association, ce qui nous semble important, c'est d'être avant tout des citoyens éclairés. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur l'alimentation, aujourd'hui, il y a un petit peu comme un fléau, enfin, en tout cas, qui nous touche par rapport à notre cible des enfants. C'est qu'aujourd'hui, si on ne s'informe pas, on a ce qu'on appelle une alimentation à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on va avoir des catégories de personnes qui vont commencer à se poser des questions, qui vont du coup de plus en plus regarder ce qui se passe dans leur assiette. Et donc, de ce fait, vont avoir une information, utile pour faire leur choix. Et puis d'un autre côté, on a une part de la population finalement qui n'est pas conscient de tout ça, notamment du lien, comme vous le soulignez tout à l'heure, Sandrine, entre l'alimentation et la santé, que ce qu'on met dans notre assiette a un impact clairement sur notre capital santé. Aujourd'hui, toute personne n'est pas déjà consciente de cette relation-là. Et donc, pour nous, l'important chez Ramène ta fraise, c'est un accès égalitaire à cette information. Et pour ça, on pense que c'est important d'éduquer, c'est-à-dire d'aller au-delà de la sensibilisation, mais vraiment d'éduquer et de donner les clés à tout citoyen, français, de savoir ce qu'est une alimentation. Alors, effectivement, je pense qu'on a tous en tête ces slogans éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, ou manger 5 fruits et légumes par jour. Mais effectivement, la plupart des gens n'ont pas du tout conscience de la quantité de sel ou de sucre qu'ils ingèrent. Et quels seraient les enjeux, effectivement, pour la santé, particulièrement pour nos enfants ? On le voit aujourd'hui. Alors, on a quelques chiffres, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on le voit dans notre société occidentale. 6 enfants, je crois, Loïc. Oui, on a 6 enfants, oui. Effectivement, j'ai 6 enfants avec mon épouse. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir, c'est qu'on a quand même clairement un problème et c'est pour ça que je suis très actif aussi à la Ligue nationale contre l'obésité, qui est présidée par le docteur Noka et le professeur Noka et Agnès Morin. Aujourd'hui, on est dans une société où on développe l'obésité. Mais l'industrie nous amène à ça, nous pousse à ça.
faut être très très transparent, il faut être très clair, il faut appeler un chat un chat. Tant que nous continuerons à acheter des produits transformés, l'industrie transformera des produits transformés. Tant que la grande distribution, tant que nous consommateurs nous achèterons la tomate au mois de décembre, la grande distribution, les distributeurs au sens large, achèteront de la tomate. Et quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression un peu à la mode, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que ça vienne d'Afrique, d'Asie ou ailleurs, quoi. Tout à l'heure, on parlait des produits véganes qui sont hyper transformés. Ok, c'est bon pour peut-être certaines personnes, certaines idées, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est fait. Il y a un manque de transparence aussi par rapport à certaines pratiques industrielles. Moi qui viens de ce milieu-là, j'ai fait 15 ans dans l'industrie carnée. Il y a des choses, on parlait du sel et du sucre. Le sel est un ingrédient dans la salaison et amène quelque chose de technique très particulier, mais aujourd'hui, l'industrie s'en est servie pour faire en sorte qu'on puisse consommer plus de soda. Ça, on le sait aujourd'hui. Il y a des réalités comme ça, et aujourd'hui, tous les industriels reviennent en arrière. Enfin, les gros fabricants de salaison disent il y a plus de sel nitrité, on met moins de sel pour assurer le consommateur. Clairement, Bénédicte disait voilà, on est, ou vous disiez voilà, on est ce qu'on mange. D'accord ? Donc, quand on regarde ce qu'on a dans son assiette, il faut pas être devin pour comprendre ce qu'on va devenir, quoi. Donc, c'est assez pragmatique pour moi. Maintenant, il faut prendre un peu de recul et il faut pas non plus empêcher de se faire plaisir pour après où est-ce qu'on met le plaisir, ça c'est autre chose, quoi. Moi je voudrais rebondir 2 minutes à ce que disait Bénédicte. J'ai connu l'association grâce à un restaurateur qui est le parrain de l'association, qui est Guillaume Leclerc, qui est tout fraîchement étoilé au guide Michelin. C'est lui qui m'a interpellé sur cette association, justement sur cette notion de produit brut finalement. C'est tellement important. J'invite les parents à manger un brocoli à la vapeur avec un filet d'huile d'olive, basta. C'est très bon et les enfants aiment. Penser que les enfants n'aiment pas, c'est c'est insulter nos enfants finalement. C'est croire que nos enfants n'ont pas la capacité à apprendre sur des choses simples. Pas besoin de leur mettre du ketchup. Ou faites votre ketchup. Gardez, revenez à la fin. Bon, je veux pas faire mon Jean-Pierre Coff, mais Il n'y a pas de tomates en décembre si on n'en achète pas en mais décembre. oui, faites vos conserves. Enfin, j'ai pas envie. C'est un peu compliqué, mais c'est du bon sens. Moi, j'appelle ça du bon sens paysan. Voilà. Comme vous l'avez dit en introduction, j'ai un potager depuis 5 ans. Et donc, j'ai 2 enfants de 5 et 7 ans. Et je me rends vraiment compte que de voir pousser un légume, ça peut paraître tout bête, mais quand vous devez leur faire manger des légumes après, ils n'ont pas du tout la même approche. Et c'est ce que disait Loïc à l'instant sur le brocoli. Quand vous leur expliquez, moi-même, j'ai été... le jour où on a eu un potager, en fait, c'est vraiment là où j'ai basculé aussi dans cette approche de l'alimentation un peu plus poussée, même si au final, j'y avais été sensibilisée enfant. Mais je me suis vraiment rendu compte de ce que nous aidait la Terre, en fait, à produire. Alors, ça paraît très utopique, ce que je dis là. Mais en fait, c'est se dire tout ce travail qui est à fournir. Alors, je dis toujours cette anecdote, mais la première fois où j'ai ramassé un radis, je me suis dit, waouh, en fait, il faut vraiment beaucoup de travail et beaucoup de temps pour faire pousser quelque chose qu'on va manger en 1 minute, même pas. Et donc, depuis ce jour-là, je me rends compte que expliquer ça à des enfants, ils y sont très, très sensibles. Et donc, c'est pour ça aussi qu'avec Loïc, on s'était dit que vraiment, c'est important pour nous, au sein de l'association Ramène ta fraise, que tout enfant puisse avoir cette approche-là. Parce que ils auront une vision complètement différente de ce qu'on leur donne à la cantine, de ce qu'ils vont trouver au marché, de ce que les parents ont dans leur frigo en matière de produits, en fait. Ouais, moi, ça me touche particulièrement ce que vous dites, parce que moi-même, j'ai aussi un jardin potager. Alors, moi, je suis une fille d'agriculteur et j'ai toujours vu ma mère avoir un grand potager. Et donc, on n'achetait jamais les légumes dans un magasin, puisqu'ils étaient fraîchement cueillis dans notre potager. Et effectivement, vous parlez d'efforts que ça nécessite. Moi-même, là, actuellement, il y a des choses que je réussis dans mon potager et puis d'autres que je ne réussis absolument pas. Les choux-fleurs, je n'y arrive pas. Mais en tout cas, ça me permet de vraiment mesurer à quel point ça n'arrive pas tout seul. Et dans ce que vous dites, et c'est ça qui va nous intéresser là, vous parlez du fait de sensibiliser, d'éduquer. Quand on parle des enfants, notamment, il y a un premier niveau où effectivement on essaie d'expliquer. Mais après, moi, je crois beaucoup aussi à l'action. On a la chance, je crois, en tout cas, je découvre dans Montpellier qu'il y a aussi beaucoup de jardins potagers qui se mettent en place. Et à un moment, il me semble que c'est important que les enfants puissent aller voir, même participer pour comprendre de quoi il s'agit. Moi, la question que j'ai envie de vous poser là, c'est par rapport à l'association et peut-être d'autres actions que vous menez, comment vous faites, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez comme programme pour pouvoir
intégrer les cantines, influencer les cantines, influencer les foyers pour aller vers, quelque part, une consommation beaucoup plus responsable et puis consciente aussi. Parce que, vous l'avez dit, Bénédicte, je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas ces prises de conscience sur comment ça arrive dans l'assiette, ce que c'est. Quand Loïc parle de la tomate en décembre, moi, je suis à chaque fois scandalisée quand je vois qu'on arrive quand même à trouver des tomates en plein hiver dans les magasins. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais je crois qu'on est encore vu comme des extraterrestres. Donc, comment on fait pour inverser la tendance ? Je pense que je pense pas, j'en suis sûr, on a sacrifié 3 générations entre la nôtre, celle des 30 ans, et 2 générations et demie. J'ai été sollicité, moi, il y a 3 semaines, par une école publique, parce ils ont, dans le programme de cette année, ils veulent parler avec les enfants de toute la partie agricole, et donc on les a accueillis sur l'exploitation. Moi, ça a été une révélation quand j'ai pris la gérance de l'exploitation agricole, où j'ai compris que quand une abeille arrive sur une fleur d'abricotier, il y a un fruit derrière. Et mon métier d'exploitant agricole, et le métier de tout exploitant agricole, c'est faire en sorte que ce fruit, quel qu'il soit ce fruit, que ce soit un chou-fleur, un blé, un grain de blé, tout ça, grandisse dans les meilleures conditions. Ça, c'est notre travail d'exploitant agricole. Et de pouvoir en vivre, évidemment. Ça, c'est encore un autre sujet. Et il faut montrer ça à nos enfants. Dans le cadre de l'école, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Dans les cadres de visites d'entreprise, pourquoi pas. Mais il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et l'enfant, après, va le prendre pour soi. Et malheureusement, là-dedans, le danger, c'est qu'on fasse deux alimentations à 2 vitesses différentes, quoi. C'est-à-dire que nous tous qui avons plus ou moins notre potager chez nous, on a les moyens, on prend le temps de le faire. Certains n'ont pas le temps, parce qu'ils sont en cité, parce qu'ils ont des balcons, ou parce que ils ont 2 heures de transport en commun, aller 2 heures retour, donc ils n'ont pas les moyens financiers. Il ne faut pas les exclure, ces gens-là. Et il ne faut pas exclure ces enfants, il ne faut pas exclure non plus ces gens qui mangent beaucoup dans les fast-foods ou dans la restauration collective de piètre qualité. Donc c'est vraiment global. Et il faut vraiment faire attention de ne pas créer un fossé qui, j'ai l'impression, qui s'agrandit de plus en plus, surtout avec ce qu'on voit avec ce moment, avec la crise de la Covid-19, où on voit aussi tous les gens en détresse alimentaire par rapport à tous ces événements-là, quoi. Ramène ta fraise avait été auditionné par le gouvernement, par une commission parlementaire justement sur l'alimentation des enfants. Et clairement, nous, ce qu'on a revendiqué, c'est que l'éducation, aujourd'hui, doit jouer un rôle de service de santé publique. Enfin, l'alimentation doit être un sujet de santé publique. Et à ce titre-là, l'école doit enseigner l'alimentation. Merci beaucoup. Je vous propose déjà un petit entracte quand même. On les laisse respirer un petit peu, nos auditeurs qui puissent méditer sur tous ces sujets de nature. Et justement, on va laisser la place à une jeune fille engagée puisque notre mascotte, la mascotte du CJD, Pépito, est partie à sa rencontre. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission du CJD, une association de 5700 dirigeants d'entreprise qui osent mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Tout de suite, avant de passer à la mascotte Pépito, Grégoire nous fait découvrir son inspiration musicale du jour. Vous êtes toujours dans l'émission L'économie au service de l'homme. Greg au micro pour vous servir un petit intermède musical comme chaque émission. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer la complainte du progrès de notre cher Boris Vian, et on peut le dire, c'est le retour vers le futur. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des
des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Bonjour à tous, c'est Pépito, l'ami de 5000 dirigeants. Vous pouvez me suivre sur Facebook, @Pépito le Super JD. Je suis super content aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose de génial. On n'est plus tout seul. Ils sont 250 000. 250 000 jeunes avec une démarche positive. Ça me met du baume au cœur et j'ai eu le plaisir et le privilège d'en rencontrer une qui se prénomme Romane. Elle est éco-déléguée. Éco-déléguée, c'est quoi? Le rôle des éco-délégués, c'est de promouvoir l'impact que peut avoir le réchauffement climatique et comment changer dans les lycées et les collèges, puisqu'il n'y a pas que les lycées. Je suis éco-déléguée lycéenne, mais il y a aussi les collèges. Donc on est élu par classe et on se réunit au sein du lycée entre tous les éco-délégués et on va décider de plusieurs actions, mais aussi d'une grosse partie sur la sensibilisation des élèves, car c'est très important, ce sont les futurs citoyens. Il faut donc les sensibiliser à l'impact que peut avoir le dérèglement climatique. Donc pour cela, on a eu plusieurs réunions. On a décidé qu'il y avait plusieurs thématiques principales dans le lycée, comme les déchets, la communication et la biodiversité. On peut se demander comment on est encadré et à qui on doit s'adresser pour mener ces actions. Il y a le proviseur, des responsables du lycée qui sont là pour nous aider, mais il y a aussi des associations, comme l'association Artiviste, qui, par le biais de l'art, sensibilise les élèves au réchauffement climatique. Devenir éco-délégué, c'est une formidable responsabilité, mais ça vous apporte quoi? Ça vous apprend quoi? Je pense qu'il y a surtout la notion de responsabilité. C'est très important et du coup, ça nous responsabilise, ça nous autonomise. Du coup, on devient entre guillemets autonome et on mène des actions, donc on y croit et on veut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour vous aider, pour vous accompagner? Qu'est-ce que les dirigeants d'entreprise peuvent faire pour vous et votre cause? Venir intervenir, dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils connaissent, sensibiliser des élèves, parce que je pense que une rencontre, ça peut bouger les choses. Et par exemple, on va essayer de faire un jardin partagé avec des habitants du quartier. Donc, on va mêler les générations, mêler tout un tas de gens, et je pense que ça peut vraiment aider que toute la société se réunisse, en fait. C'était donc Romane, une lycéenne éco-déléguée. Les lignes bougent, les jeunes sont responsables, à nous de les accompagner et de les aider de notre mieux. Merci Pépito, merci Romane. On a bien compris le message. En tant que dirigeant d'entreprise, on peut agir en venant justement échanger avec les lycéens directement dans leurs écoles sur des sujets qui sont importants et de plus en plus essentiels pour eux. Merci beaucoup.
Alors, nous avons avec nous 2 invités de qualité, Bénédicte Duret, qui est présidente de l'association citoyenne Ramène ta fraise, et Loïc Bruté de Rémur, qui est vice-président de cette même association et dirigeant des vergers de Saint-Jean. Donc, on a dressé le constat des nouvelles habitudes alimentaires des Français, des différents défis qui en découlaient. On assiste tout de même à de nouvelles tendances qui proviennent soit d'une prise de conscience éthique, soit d'un réel engagement écologique du consommateur, qui ne veut plus être passif, mais acteur d'un réel changement en lien soit avec ses valeurs, de plus en plus proche des producteurs, de plus en plus respectueux de l'environnement. Le locavorisme, par exemple, est-ce que vous pourriez nous en parler, Loïc ? Oui. Moi, je suis tombé dans le locavorisme il y a une quinzaine d'années. J'avais un gros poste dans l'industrie agroalimentaire, dans les produits carnés, et j'ai pris conscience que finalement, la seule chose que je faisais, c'était... on parlait de prix, on parlait plus de produits. Et peu importe d'où ça venait et où ça allait. Et donc, ça a fait bouger un peu mes fondements sur les raisons pour lesquelles je travaillais dans ce milieu-là. Et donc, j'ai eu l'opportunité de reprendre cette exploitation en gestion. Et quoi de plus logique, quoi de plus normal que de consommer finalement des produits qui sont autour de nous ou en circuit court, parce qu'on peut aussi parler du moins d'intermédiaires possible par rapport aux produits. Parce qu'effectivement, le problème du locavorisme, c'est qu'on est confronté quand même par rapport à une région où il y a un climat. Les plus belles régions pour produire de la pomme de terre, c'est pas le sud de la France, c'est le nord de la France. Ça veut dire qu'il faut plus manger de patates ? Non. Ça veut dire qu'il faut peut-être varier notre alimentation ? Oui. Ça veut dire aussi peut-être qu'il faut quand même... je veux dire, la pomme de terre est un produit bon marché, quoi. Donc on peut pas demander à tout le monde de manger des produits un peu assez excessifs, en tout cas qui coûtent plus cher dans le sud de la France, par exemple. Mais en tout cas, on a cette chance ici chez nous d'avoir accès à des produits en pleine saison qui sont vraiment de qualité et à des volumes importants. On a de la pomme, on a de l'abricot dans le Gard, on a le plus gros bassin de production de pêche du côté des PO, donc on a ce qu'il faut. Donc c'est pas très compliqué. Par contre, il faut savoir lire des étiquettes, et ça c'est une obligation pour tout produit alimentaire, pour voir les origines. Et donc c'est un peu se pencher sur la question. Voilà, la question elle est là, quoi. C'est que le consommateur doit regarder ce qu'il achète. En tout cas, chez Ramène ta fraise, déjà le fait que cette association existe montre que, pour le côté consommateur, en tout cas, on se pose des questions. Et donc là-dessus, on voit aussi beaucoup d'initiatives qui se sont développées, et notamment portées par le digital, au final, qui sont venues apporter des solutions aux consommateurs qui se posent des questions sur une meilleure traçabilité finalement des produits. Donc, pour pas les citer, mais je pense que tout le monde les a en tête, typiquement Yuka, qui a été un énorme succès, puisque, en fait, cette application venait amener finalement une réponse toute simple, c'est de comprendre la composition des produits que l'on achète. Donc, déjà, je trouve ça assez positif, finalement, aujourd'hui, que tout de même, le consommateur commence à se poser ces questions. On a vu apparaître aussi du côté consommateur le fameux Nutri-Score. Alors, tout ça aussi est sujet à débat. Rien n'est parfait. Mais en tout cas, chez Ramène ta fraise, on trouve ça très positif que le consommateur demande un peu plus d'explications aussi aux industriels. Sans pour autant dénoncer, mais en fait, d'avoir des éléments de réponse justes et vrais pour qu'après, on soit aussi libre, j'allais dire, et conscient de nos choix que l'on fait quand on achète. Donc ça, c'est vraiment pour nous des premières démarches qui montrent que le consommateur devient consommateur. Pour rebondir sur ce que vous dites, Bénédicte, effectivement, on assiste notamment à de belles inventions du consommateur, de belles entreprises, notamment la marque C'est qui le patron, qui a été, donc ce sont des consommateurs qui ont créé leurs propres produits en soutien aux producteurs, et affiche en toute transparence la différence de prix et surtout le prix de la différence, c'est-à-dire la rémunération du producteur, si le produit contient des OGM, etc., et son origine et l'impact sur le prix. Oui, et puis en plus, ils sont allés plus loin parce qu'il a créé une fondation, je crois, pour reverser une partie de l'argent. Enfin bon, c'est vraiment vertueux. Et moi, j'invite aussi le consommateur à faire l'effort d'aller ailleurs. Aujourd'hui, vous avez des producteurs d'œufs de poules bio qui vendent moins cher leurs œufs que ce qu'il y a en grande surface. Parce qu'on est confronté à ce que disait Virginie tout à l'heure, à une économie de marché, et finalement, il y a un prix de marché. Et donc, on essaie de se caler sur ce prix de marché. Mais en fait, certaines fois, le produit coûte beaucoup moins cher. On va prendre le cas de la salade en ce moment. D'accord ? Il y a une grosse crise
sur la salade, sur la production de salade, parce que les salades ne prennent pas preneur, parce que il n'y a pas tant de consommation que ça sur la salade, due à la crise sanitaire et autres. Mais le consommateur ne voit pas la différence de prix en rayon. Par contre, s'il va chez le producteur, il verra bien que sa salade, il ne va pas la payer 1,10 €. Mais il faut faire l'effort. Donc c'est toujours une question de choix. Au bout d'un moment, le consommateur, il doit choisir. Alors effectivement, il choisit bien souvent, on le voit aussi avec les tendances qui ont pas mal bougé avec cette crise sanitaire où on a quand même beaucoup de consommateurs qui sont allés se réfugier quand même en grande surface parce que on trouve tout. Donc effectivement, quand il y a besoin d'acheter le beurre, on va aussi acheter le dentifrice, tout ça. Donc il y a un service qui est amené aussi par la grande distribution, mais il y a des alternatives. Nous, on le voit sur l'exploitation, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui viennent nous questionner. On a de plus en plus de restaurateurs qui viennent nous voir pour essayer de bosser avec nous, pour trouver des solutions. Alors ça se fait pas sur une semaine, 2 semaines. Il faut voir ça à long terme, parce que c'est ça dont on parle, hein, c'est l'avenir de nos enfants. Nous, on a presque un pied dans la boîte, hein, mais le client, nos enfants, oui. On dit de la tête autour de la table. Ce que je veux dire, c'est que le consommateur de demain, le client de demain, que ce soit du producteur, de l'industriel, ce sont nos enfants. Et si on ne prend pas soin d'eux à travers leur alimentation, ils vont disparaître, ou en tout cas, ils ne consommeront pas les bons produits. Oui, et par rapport à Ramène ta fraise, ce que souligne Loïc, c'est un élément qu'on a souhaité apporter, puisque finalement, les cibles de Ramène ta fraise, que sont notamment les parents, donc le grand public, se posent la question de finalement, qu'est-ce que je choisis typiquement au supermarché. Donc, l'idée est, via notre site internet, on essaye aussi, et nos comptes par exemple Instagram ou Facebook, on essaye aussi de proposer des recettes finalement assez simples que nous-mêmes on a testées et qui sont à la fois avec des matières premières, j'allais dire, qu'on peut trouver quand même quasiment partout. Et là-dessus, il y a un point important que l'on voulait dire, c'était que la question aussi du pouvoir d'achat. On en parle beaucoup dans l'alimentation, mais on est assez convaincus, pour l'avoir fait nous-mêmes, que changer ses habitudes alimentaires ne coûte pas toujours plus cher. Il ne faut pas se mettre non plus des objectifs démesurés. On fait tout ce qu'on peut. Il y a toujours cette idée de ne pas se culpabiliser, de ne pas trop se donner des objectifs trop élevés. Par contre, prendre le temps, le week-end, de cuisiner un petit peu, et même si le reste de la semaine, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais déjà, c'est changer ses habitudes alimentaires. Et donc, pour ça, les recettes, en tout cas, qu'on propose sur notre site internet ou sur notre compte Instagram, sont des recettes assez simples, avec des produits de base de saison. Donc, comme le disait Loïc, c'est important. Et surtout, que les enfants ont apprécié chez nous, en fait. Donc, c'est toujours cette idée du vécu, cette idée de raconter une histoire aussi. C'est important pour les enfants. Il ne faut vraiment pas qu'ils voient le temps d'un repas comme une contrainte. Enfin, c'est ce qu'on essaye, nous, de dire à nos publics qu'on accompagne, ou en tout cas qui des fois réagit avec nous sur nos comptes et nos réseaux sociaux. C'est vraiment cette idée de plaisir. Et on peut prendre du plaisir à cuisiner le repas du soir avec son enfant. Et je peux vous assurer qu'il va être super fier de présenter ce qu'il a fait. Donc en fait, Bénédicte Duret, vous nous invitez finalement à dépasser nos a priori. Bien manger, il n'y a pas besoin d'être un bobo pour bien manger. Et je pense que c'est important, c'est aussi ce qui transpire dans cette émission. Finalement, moi j'entends que quand on regarde autour de nous, on peut très vite avoir accès à des productions qui soient locales, de saison. Et justement, par rapport à ça, j'ai envie de poser une question peut-être à Loïc, pour qu'il y ait peut-être une prise de conscience un peu plus forte, parce qu'à chaque fois on dit oui, il faut manger des produits de saison. Bon, d'accord. Mais n'empêche que si ça n'est pas encore bien ancré dans les esprits, c'est que peut-être les consommateurs n'ont pas bien compris l'enjeu qu'il y a sur leur santé à manger des produits qui ne soient pas de saison. Donc si par exemple je mange une tomate en décembre, donc ça veut dire que potentiellement je vais la trouver et qu'il y a quand même des industries qui arrivent à produire des tomates en décembre, elle ressemble à quoi cette tomate ? Est-ce qu'on a un problème nutritif sur la tomate ? Est-ce que je pourris ma santé ? Enfin, est-ce qu'on peut avoir des explications là-dessus ? Alors, on sait aujourd'hui que un produit agricole issu de l'agriculture conventionnelle et un produit agricole issu de la production bio, on n'a pas grande différence sur tout ce qui est aliments, enfin les vitamines, tout ça, ça amène plus ou moins la même chose. Là où il y a une grosse différence, effectivement, sur les résidus de pesticides et autres. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le produit, effectivement, qui va venir de contre-saison, par exemple, si vous décidez à Noël d'acheter de la cerise qui vient d'Amérique latine, ou si vous décidez d'acheter de la pomme rose, vous savez, la pomme rose, je ne dirai pas le nom de la marque, ni de la variété, au mois de juillet-août, vous consommez, c'est-à-dire que vous ingérez, vous payez du kérosène.
C'est-à-dire que ça vient de l'Amérique latine. Quand vous achetez de la banane, quand vous achetez de l'avocat, comment c'est transporté? C'est pas transporté à dos de chameau, hein. C'est transporté par bateau, par avion. Quand vous payez votre mangue à 12 € pièce, de la mangue avion, vous payez pas, c'est pas le producteur que vous payez les frais de douane, le transport dans l'avion, la manutention, quoi. Enfin, faut savoir comprendre un peu comment ça se passe dans la chaîne. Je vais rebondir 2 secondes sur Bénédicte. On sait aujourd'hui que l'enfant, que l'adulte qui prépare son repas, qui fait le choix de préparer son repas, on prépare en fait notre corps à s'alimenter, et on a des phénomènes, par rapport à l'obésité, qui sont très bénéfiques, parce qu'en finalement, on ne fait pas courir une barquette et manger. Et donc, ça prépare tout notre psyché, tout notre corps à s'alimenter correctement. Et si en plus on met des bons aliments, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très global qu'il faut voir. C'est l'origine du produit, mais aussi tout ce que ça peut apporter. Et le fait de le faire, on le fait avec amour, et aussi, on le fait aussi pour notre bien, mais pour notre corps, quoi, pas que notre psyché. Alors, ça, c'est un élément important, mais je suis désolée, je veux aller au bout des aliments qui sont hors saison. La tomate, par exemple, je vais revenir. Moi, j'ai besoin de savoir, j'ai 4 enfants à la maison. Si j'achète des tomates dont on me dit qu'elles sont made in France en décembre, d'un point de vue nutritif... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, effectivement, le producteur qui va produire... on en a des producteurs dans le coin, pas très loin, pas besoin de faire 150 km, d'aller en Espagne. On a des producteurs au sud de la France qui font de la tomate en hiver. Les serres sont chauffées au gasoil. D'accord. Par contre, ça amène la même chose au niveau nutritif. Oui. Par contre, et une autre chose, ce n'est pas bon. Enfin, excusez-moi, je vous pose la question, mais je crois que c'est pas bon. Oui, c'est ce que, justement, en effet, Loïc, pour compléter par rapport à cette tomate d'hiver, je pense qu'il y a un élément important qu'on souligne beaucoup chez Ramène ta fraise. Il y a le côté comprendre, avoir l'information nécessaire, mais surtout l'éducation, elle se fait par le goût. Et là, Sandrine, vous disiez que vous aviez un potager. Je pense qu'une tomate qui est cueillie sur pied à maturation, elle a un goût complètement différent de la tomate que vous trouverez en effet en décembre. Et là-dessus, on insiste beaucoup, comme l'a dit Loïc, notre parrain est un grand cuisinier de Montpellier. Tant que l'enfant aussi ne sera pas éveillé au goût, à ce qui est le goût de la carotte, on connaît tous les carottes râpées toutes prêtes, vous verrez que quand vous les faites râper chez vous, elles ont un goût quand même complètement différent. Et ça, nous, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de beaucoup revendiquer, l'éveil au goût, l'éveil aux saveurs, et surtout des goûts que nous-mêmes adultes, peut-être qu'on n'aime pas, mais que notre enfant va aimer. Et là-dessus, il faut vraiment responsabiliser vos enfants. Loïc l'a dit tout à l'heure avec le brocoli, votre enfant peut énormément vous surprendre si vous lui faites confiance, en fait. Donc ça, c'est dans les foyers. Mais alors, vous, concrètement, est-ce que Ramène ta fraise intervient dans les écoles ? Je vous ai dit que moi, j'avais 4 enfants, donc je me sens un peu concernée. Et j'espère que vous allez avoir une influence dans les cantines. Moi, sur les 4, j'en ai quelques-uns qui revendiquent vraiment le fait de ne pas manger à la cantine parce qu'on les habitue à bien manger à la maison, simplement. On n'a pas des trucs tout faits qui nous coûtent cher, qu'on a achetés dans des boîtes en plastique, en carton, dans les magasins. On fait nos gâteaux, on fait nos plats. C'est simple, mais c'est bon. Et il y a du goût. Et donc, moi, ma problématique aujourd'hui sur Montpellier, et puis bien sûr, il y a d'autres... j'espère que ça s'étendra un peu partout en France, mais comment vous pouvez agir et qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir bouger les lignes dans les cantines ? Alors, tout à fait. En fait, on s'est très vite rendu compte avec Ramène ta fraise, on a été très tôt sollicités et nous-mêmes, en fait, on a voulu agir auprès, finalement, des pouvoirs publics. Parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que finalement, il y a plusieurs cibles et si chacun, on n'agit pas de façon collective sur ce sujet-là, il va toujours manquer une brique, dans la chaîne. Donc, sur la partie des cantines, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une voix qui portait aujourd'hui auprès des élus de communes, notamment des communes, parce que c'est eux qui gèrent la plupart du temps la restauration scolaire dans les écoles maternelles et primaires. Donc, à ce titre-là, on avait rédigé une charte à destination notamment des candidats, donc des 14 candidats de la ville de Montpellier, sur laquelle ils devaient s'engager. Aujourd'hui, cette charte, elle a été signée par l'équipe de la ville de Montpellier. Et donc, à ce titre-là, ils nous accordent, une voix
en tout cas pour pouvoir faire relever des points qui nous semblent importants dans le sujet de la question de la cantine scolaire. Et un autre point sur lequel on se bat, j'allais dire, à côté des parents, en tout cas sur la cantine scolaire, c'est vraiment de revenir aussi à des cantines, et ça rejoint ce qu'on disait, fait sur place. Il y a, j'allais dire, ça paraît assez logique, mais un plat qui est cuisiné sur place par un cuisinier, avec un approvisionnement de produits un peu locaux, un vrai travail de cuisinier, j'entends par là, qui va travailler les saveurs, le goût, la présentation de l'assiette, fera que votre enfant, quand il va manger à la cantine, il n'aura quand même pas la même dégustation, la même appréhension du repas, que si on rentre dans des schémas beaucoup plus industriels qui, malheureusement, existent beaucoup aujourd'hui. Et là-dessus, je tiens juste à souligner qu'il existe un collectif qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, qui réunit des cuisiniers de cantines scolaires, parce qu'eux aussi, ils ont dû redorer beaucoup leur image, parce qu'on a, je pense, tous et toutes, malheureusement, l'image du cantinier ou de la cantinière, voilà, qui en fait, ce qu'on nous donnait à manger, on n'aimait pas ça. Et pour le coup, là aussi, dans la restauration scolaire, il y a un vrai engagement aujourd'hui du fait maison et de l'éveil au goût toujours de l'enfant. Avant de conclure cette émission, j'ai quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Moi, j'ai été extrêmement choquée il y a peu de temps d'apprendre qu'il y a 40% de la production alimentaire dans le monde qui est gâchée. Et moi, cette notion de gâchis m'est complètement insupportable parce que je fais un effort considérable au quotidien pour ne rien gâcher de la nourriture que j'achète. Et du coup, je voudrais savoir quelle réalité ça a sur notre territoire et dans nos habitudes de consommation et quels conseils vous avez pour justement limiter autant que possible ce gâchis qui est une aberration totale. On rentre dans une notion d'abondance. Et on veut tous manger abondamment. Donc déjà, il faut un peu se poser la question de manière à titre individuel, est-ce que je dois manger beaucoup ou pas beaucoup ? Et puis il y a une notion aussi d'éducation qui est très importante. Aujourd'hui, on voit dans les écoles qu'ils apprennent à faire du tri. Mais il faut savoir que certains plateaux repas, ils jettent tout. Et parce que c'est pas bon, parce que c'est pas apprécié par le consommateur qui est l'élève. Donc le fait on pourra commencer à régler, enfin une des manières de régler le problème, c'est de commencer à mettre des bons produits, des produits de qualité, pas hyper transformés justement, de manière à amener quelque chose qui soit le côté plaisir de la part du consommateur. Et déjà, si l'enfant arrive à finir, on a l'exemple d'une cantine à Lézignan-Corbière où c'est zéro reste, quoi. C'est zéro reste. Et c'est parfait, mais parce qu'il y a le goût et les enfants aiment ce qu'ils mangent. Et si nous, quand on va dans un bon gastro, c'est bon, on mange. Quand c'est pas bon, on mange pas. On a ce luxe-là, nous, occidentaux. Vous me retirez le pain de la bouche. Mais on a ce luxe-là. Je suis absolument désolée parce que l'heure tourne et nos auditeurs, je sais qu'ils resteraient encore des heures avec nous. Donc, je suis absolument désolée, mais de vous demander cette fois le mot de la fin, c'est-à-dire la chose avec laquelle Loïc, Bénédicte, vous souhaitez que nos auditeurs repartent aujourd'hui. Alors, côté Ramène ta fraise, moi je dirais juste Yes we fraise, c'est notre petit slogan, c'est-à-dire tout est possible. Et donc pour moi le mot de la fin, c'est vraiment de dire ayez conscience qu'il faut être aussi des citoyens sur l'alimentation et vraiment pas que des consommateurs de l'alimentation. Et on peut vous retrouver du coup sur votre compte Facebook, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, sur le compte Facebook Ramène ta fraise et le site internet c'est ramène-ta-fraise.org et le compte Instagram. Super, et Loïc ? Alors moi, j'ai envie de vous inviter à venir me voir sur l'exploitation pour qu'on discute. On ne venez pas trop tous en même temps et nombreux, mais moi, je suis ouvert au dialogue et il faut qu'on puisse vous expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. L'association Ramène ta fraise, 100%. Posez-vous des bonnes questions, venez nous voir. J'ai créé un blog aussi où j'essaie d'enlever un peu le vernis sur certaines choses. loicbrutédrémur.fr. Voilà, il faut se questionner et il faut aller voir des professionnels. Voilà, des spécialistes. Quand vous êtes pas là, vous allez chez le médecin. Nous, on fait partie des spécialistes de l'alimentaire et pourquoi pas vous donner certaines clés pour savoir comment faire. Un grand merci, Loïc, Bénédicte, nos invités, à nos deux jeunes dirigeantes qui ont animé l'émission aujourd'hui, Sandrine et Lydia. Notre émission L'économie au service de l'homme touche à sa fin. Mais avant de vous dire au revoir, Anne nous donne des trucs et astuces en matière d'intelligence collective. Ce sont des pratiques que nous valorisons dans notre association pour être plus intelligents à plusieurs que tout seul. Alors Anne, c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Lors de ma dernière chronique, j'ai rappelé les travaux de Google autour de la performance d'équipe qui ont abouti à la conclusion qu'il était essentiel de développer ce qu'Amy Edmondson, chercheur à Harvard, appelle la sécurité psychologique. Super, me direz-vous, et maintenant, on avance comment avec nos équipes pour créer cette sécurité psychologique ? C'est là que le talent, et j'insiste sur ce mot, du manager se déploie. Car il est plus facile de détruire ou d'empêcher la sécurité psychologique que de la construire. Comment ? Empêcher les équipes de se connaître et de se parler. Empêcher toute solidarité entre les équipiers. Mettez-les sous toutes les pressions possibles. La pression du temps et des résultats, par exemple, les pressions d'urgence qui n'en sont pas. Ne leur donnez surtout pas le droit à l'erreur. Dressez-les les uns contre les autres et recherchez des coupables. Donnez des injonctions contradictoires. Comportez-vous injustement, sanctionnez n'importe comment et au hasard, au besoin pratiquez un peu ou beaucoup de harcèlement sur un ou plusieurs de vos équipiers. Le harcèlement est très très efficace. Utilisez toutes les émotions négatives et surtout la colère et la peur. Faites-vous craindre, faites craindre vos décisions, n'accordez aucune autonomie et reprochez les initiatives qui auront été prises. Ce tableau vous semble noir, trop exagéré ? Hélas, certaines entreprises fonctionnent avec cette culture de violence interne. Leurs drivers sont purement économiques et leur turnover d'ailleurs souvent élevé. À leur sujet, on a évoqué, pour parler de cette culture d'entreprise, les termes d'idiotie fonctionnelle. 2 chercheurs, Matt Salvesen et André Spicer, ont écrit en 2012 un article sur ce sujet qui décrit des organisations où le simple fait de poser des questions, demander des justifications, est considéré comme potentiellement subversif et dangereux et doit être découragé, voire sanctionné. Selon Matt Salvesen et André Spicer, l'idiotie fonctionnelle crée d'ailleurs un risque pour la pérennité des entreprises concernées. Toute réflexion, analyse critique ou point de vue divergent étant évidemment fortement désapprouvé, c'est potentiellement une source d'accident ou de catastrophe. Ces 2 chercheurs nous disent que la crise financière de 2008 s'explique par l'idiotie fonctionnelle développée dans les grandes banques d'affaires. L'impossibilité d'y évoquer les risques des stratégies d'investissement financières serait la cause de cette crise. De nombreux banquiers auraient en effet sous-estimé les écarts de plus en plus importants entre les évaluations du marché immobilier et sa réalité, avec pour conséquence finale l'effondrement de nombreuses institutions bancaires et une crise systémique mondiale. Au contraire de ces systèmes managériaux qui promeuvent l'idiotie fonctionnelle, aliènent les salariés et leur intelligence critique, certaines entreprises encouragent à poser des questions. Tout au contraire de ces systèmes managériaux qui promeuvent l'idiotie fonctionnelle, aliènent leurs salariés et leur intelligence critique, certaines entreprises encouragent leurs employés à poser des questions. Zander Lurie, PDG de Surveille Monkey, a souhaité créer cette culture de la curiosité à l'intérieur de son entreprise. Et sur ses réseaux sociaux internes, le hashtag #GreatQuestion est un des plus beaux compliments que l'on puisse se faire. Et je le cite, « Nous disposons d'un programme pour récompenser les personnes qui osent faire preuve d'une grande franchise. Nous voulons que les gens posent des questions importantes, complexes. » Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un article de la Harvard Business Review paru dans le hors-série des Essentiels 2021. Cet article s'intitule « Pratiquer un meilleur brainstorming » et propose une méthode de brainstorming uniquement à base de questions, aussi appelée question storm ou tempête de questions. Ça paraît simple, voire éventuellement simpliste ? Peut-être. Mais je reste convaincue qu'il vaut mieux poser une bonne question qu'apporter de mauvaises réponses et que de nouvelles questions apportent souvent de nouvelles solutions. Je consacrerai ma prochaine chronique à quelques outils qui aident à créer de la sécurité psychologique dans les groupes afin d'y créer des conditions de développement de l'intelligence collective. Je vous dis donc à bientôt. Et nous
voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme sur la production et la consommation responsable, en particulier dans l'agroalimentaire. Un grand merci du coup à nos 4 intervenants, à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Vous pouvez retrouver les replays sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et aussi maintenant sur Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, Stitcher, iTunes, etc. Faites-vous plaisir, prenez soin de vos proches et de vous.